La 11e brigade parachutiste française dispose d'une alerte permanente. Un groupement tactique aéroporté prêt à s'engager en moins de 48 heures, n'importe où sur le globe. Cette brigade possède un seul régiment blindé, le 1er régiment de hussards parachutistes stationné à Tarbes. Et ce régiment a un problème que personne ne formule publiquement. Ces blindés ne sautent pas. L'AMX-10RC, l'engin à roues et canon de 105 mm qui équipe le premier RHP, est officiellement qualifié d'aérotransportable. Il peut entrer dans un C-130 Hercule, être acheminé vers une zone d'opération et en sortir sur une piste d'atterrissage. Ce que les documents officiels précisent moins, c'est la condition nécessaire à cette manœuvre. Il faut un aérodrome accessible, sécurisé, opérationnel. Dans un engagement d'urgence réel, celui pour lequel la brigade maintient cette alerte à 48 heures, cet aérodrome n'est pas toujours disponible. Il est parfois la première chose à conquérir. La distinction est technique, mais elle est absolue. Aérotransportable signifie la machine arrive par avion sur une piste. Aérolargable signifie la machine saute, comme les hommes, sans piste. Le premier RHP envoie ses parachutistes par la 3e dimension. Ces blindés, eux, attendent un accès au sol. Dans l'intervalle entre le saut des fantassins et l'arrivée des engins, les unités d'infanterie légère opèrent sans protection blindée ni appui-feu lourd. C'est précisément la situation que le blindé aéroporté est censé éviter. Ce n'est pas une lacune récente, c'est une lacune structurelle, héritée de décisions prises sur plusieurs décennies et qui n'a jamais reçu de réponse définitive, ni en France, ni dans l'ensemble de l'OTAN. Quand les États-Unis ont retiré du service, en 1996, le M551 Sheridan, seule machine de l'Alliance Atlantique capable d'être parachutée en conditions de combat, aucun pays membre n'a proposé d'équivalent. 30 ans ont passé. Ce que l'épisode de Gostomel, en février 2022, a rendu visible n'est pas une réponse à cette question. C'est un rappel de sa brutalité. Un assaut aéroporté russe sur l'aéroport de Gostomel, conduit avec des hélicoptères et des troupes légères, a échoué à tenir l'objectif face à une résistance terrestre immédiate. L'absence de blindés lourds immédiatement disponibles sur zone a été l'un des facteurs déterminants de cet échec. La leçon peut se lire dans deux sens opposés. Elle illustre à la fois la vulnérabilité des opérations aéroportées sans appui blindé et la difficulté d'engager des blindés lourds par voie aérienne face à une défense active. Le programme Scorpion, qui doit transformer l'armée de terre française d'ici 2030, prévoit le remplacement de l'AMX-10RC du premier RHP par le Jaguar à partir de 2027. Le Jaguar est un engin plus lourd, mieux protégé, mieux connecté. Il est aérotransportable. La question de l'aérolargage en conditions de combat, la question posée par le Sheridan et jamais résolue, ne figure pas dans les spécifications publiées du programme. Elle n'a pas disparu pour autant. Elle a simplement changé de génération d'équipement. La 11e brigade parachutiste est la seule grande unité aéroportée permanente d'Europe occidentale, maintenant une alerte de réaction rapide à l'année. Sa doctrine repose sur la rapidité de projection et la capacité à s'engager avant que l'adversaire ne consolide ses positions. Cette doctrine a un point d'appui matériel manquant depuis 30 ans, une machine blindée capable de sauter avec les hommes. Ce que le M551 Sheridan faisait, imparfaitement, avec des pertes à l'atterrissage, avec une mécanique réputée difficile, il le faisait. Aucune machine en service dans l'OTAN aujourd'hui ne le fait. En 1957, l'armée américaine a posé une question que personne d'autre dans l'OTAN ne posait formellement. Comment donner à une division aéroportée une capacité blindée qui saute avec elle ? Le groupe de travail Arkhov a formulé l'exigence en termes précis. Une machine de moins de 18 tonnes, parachutable depuis un C-130, amphibie, avec une puissance de feu suffisante contre des blindés soviétiques. Cette question avait une prémisse que les Américains acceptaient et que les Français, à la même époque, ne posaient pas dans les mêmes termes. La France de la fin des années 50 avait ses propres priorités blindées. L'armée de terre sortait d'Indochine et entrait en Algérie. Elle opérait avec des M24 Chaffee américains hérités de la Libération et avec l'AMX-13, char léger français, environ 13 tonnes, pièce de 75 puis de 90 mm, conçue à Issy-les-Moulineaux dans l'immédiat après-guerre.
L'AMX-13 était aérotransportable. Il était suffisamment léger pour rentrer dans les appareils disponibles. Mais personne dans les états-majors français de l'époque ne travaillait à le rendre aérolargable en conditions de combat. La question ne se posait pas de cette façon. Ce n'était pas une négligence, c'était une différence de doctrine. Les États-Unis projetaient des divisions aéroportées entières, la 82e, la 101e, comme outil stratégique autonome capable d'ouvrir un théâtre sans appui terrestre préalable. La France construisait ses capacités aéroportées différemment, des unités légères, agiles, projetables rapidement, mais pensées pour opérer dans des environnements où l'infrastructure existait ou serait rapidement disponible. L'aérodrome n'était pas un obstacle dans cette doctrine. Il était une condition d'emploi acceptée. Ce choix doctrinal, jamais formellement contesté, explique en partie pourquoi la question du blindé aérolargable ne s'est jamais posée à Paris comme elle se posait à Washington. Pendant que les ingénieurs de Cadillac développaient le XM551 à partir de 1960, les Français travaillaient sur ce qui allait devenir la famille AMX-10. Le projet a démarré en 1970, soit 13 ans après Kharkov. L'AMX-10RC, version à roues et canon, répondait à une question différente. Comment donner à la cavalerie légère française une mobilité stratégique maximale avec une puissance de feu anti-char significative? La réponse était un engin à 6 roues motrices, 20 tonnes, canon de 105 mm, amphibie, aérotransportable sur C-130, pas aérolargable, aérotransportable. La distinction que partie 1 a posée était déjà inscrite dans les spécifications initiales du programme, non pas comme un oubli, mais comme un choix. Le système d'armes du Sheridan mérite ici un éclairage particulier, précisément parce que la France n'a jamais tenté quelque chose d'analogue. La pièce M81 de 152 mm combinait dans le même tube un canon conventionnel et un lanceur de missiles guidés MG M50 et un Chilela. Officiellement, une double capacité universelle. En réalité, un compromis structurel coûteux. Le tube surdimensionné pour les munitions conventionnelles, le missile exigeant que le tireur maintienne le pointage pendant toute la durée du vol, plusieurs secondes d'immobilité en combat. Les ingénieurs français de l'AMX-10RC ont fait le choix inverse. Un canon de 105 mm conventionnel, éprouvé, avec une conduite de tir automatisée, moins ambitieux sur le papier, beaucoup plus fiable sur le terrain. Ce choix technique reflétait une philosophie différente de celle qui avait présidé à la naissance du Sheridan. Les Américains cherchaient une machine capable de tout faire, sauter, nager, détruire des chars à longue distance avec des missiles. Les Français cherchaient une machine capable de faire une chose très bien, reconnaître et riposter avec précision depuis un engin mobile et projetable. Le Sheridan était une réponse à une ambition maximale. L'AMX-10RC était une réponse à une ambition définie. Les deux machines ont émergé de la même décennie, face aux mêmes menaces soviétiques, dans le même cadre OTAN. Elles illustrent deux façons différentes de poser la question de la mobilité blindée, et deux façons différentes d'accepter ou de refuser la contrainte de l'aérolargage comme condition de départ. La contrainte de poids imposée au Sheridan, moins de 16 tonnes pour passer par la porte d'un C-130, a déterminé chaque choix de conception qui a suivi. Aluminium pour la caisse, système d'armes complexe pour compenser la légèreté du blindage, missiles pour atteindre des cibles que le canon seul ne pouvait pas traiter à distance de sécurité. L'AMX-10RC n'avait pas cette contrainte initiale. Il pesait 20 tonnes, parce que personne n'avait exigé qu'il saute. Ce kilogramme supplémentaire, c'est 4 tonnes supplémentaires, et le poids exact de la décision doctrinale française. Pas une erreur technique, un choix politique sur ce que la brigade parachutiste devait être capable de faire. Le 19 janvier 1989, à 2 h du matin, 10 M551 Sheridan ont été largués depuis des C-141 Starlifter au-dessus de l'aéroport Torrijos-Tocumen, au Panama. C'est le seul largage en combat d'un engin blindé dans l'histoire de l'OTAN. Avant cette nuit, et depuis cette nuit, aucune autre machine blindée n'a été parachutée en conditions de combat par aucun membre de l'Alliance Atlantique. Ce fait, 36 ans plus tard, n'a pas changé. Et pendant que cette opération se déroulait, le premier régiment de hussards parachutistes français, à Tarbes, opérait avec des engins qui ne pouvaient pas faire la même chose. Le largage lui-même n'était pas propre.
Sur les 10 engins, un a été détruit à l'impact. Ses parachutes n'avaient pas correctement déployé. Un second a été endommagé. Les 8 restants étaient opérationnels en moins d'1 heure. Ce taux de perte à l'atterrissage, 2 sur 10, avait été intégré dans les calculs avant l'opération. Les planificateurs américains avaient accepté de perdre des machines pour que les survivantes soient présentes immédiatement. C'est une logique que la doctrine française n'a jamais eu à formaliser, précisément parce qu'elle n'a jamais conçu d'opération nécessitant ce type de calcul. Ce que les Sheridan ont accompli à Panama éclaire ce que la machine était réellement capable de faire. Dans les combats urbains autour de la Comandancia, les équipages ont utilisé les obus de 152 mm contre des bâtiments, pas contre des blindés, il n'y en avait pas. Un obus de 152 mm dans un mur de béton crée une ouverture immédiatement franchissable par l'infanterie. Cette application ne figurait dans aucun manuel de doctrine. Elle s'est imposée sur le terrain parce que la machine était là, dans les premières minutes, et que rien d'autre ne pouvait produire le même effet au même moment. La MX-10 RC, avec son canon de 105 mm, aurait pu faire la même chose, s'il avait pu sauter. La comparaison avec les opérations françaises en Afrique est instructive précisément parce qu'elle montre les limites de l'aérotransport. Lors des opérations Licorne, en Côte d'Ivoire, et Sangaris, en Centrafrique, les AMX-10 RC du premier RHP ont été acheminés par voie aérienne vers les théâtres d'opération. Dans les 2 cas, des aérodromes fonctionnels étaient disponibles ou ont été sécurisés avant l'arrivée des blindés. Dans les 2 cas, l'intervalle entre le saut des premiers éléments et l'arrivée des engins blindés a été géré parce que l'adversaire ne disposait pas de capacités blindées significatives. La doctrine française fonctionnait dans ces contextes précis. Ce que ces opérations ne testaient pas, c'était le scénario pour lequel la capacité aéroportée blindée a été conçue à l'origine. Un adversaire avec des chars, une infrastructure inexistante et une fenêtre d'opportunité de quelques heures. La vitesse du Sheridan mérite un examen séparé de sa capacité d'aérolargage. Près de 70 km/h sur route, avec un poids inférieur à 16 tonnes. Ce rapport permettait des déplacements tactiques rapides sur des infrastructures insuffisantes pour des engins lourds. Au Vietnam, entre 1969 et 1973, les unités de cavalerie utilisaient le Sheridan sur des pistes que le M48 Patton, 2 fois plus lourd, ne pouvait pas emprunter sans s'embourber. Cette mobilité tactique, distincte de la mobilité stratégique par voie aérienne, était une capacité réelle, quotidienne, indépendante de tout scénario de largage. L'amphibie constitue un 3e registre de capacité. Le Sheridan de base traversait les obstacles aquatiques sans préparation à moins de 6 km/h. La MX-10 RC partageait cette caractéristique, amphibie dans sa version originale, capacité progressivement dégradée sur les versions ultérieures avec blindage additionnel. Officiellement, les 2 machines offraient une capacité de franchissement autonome. En réalité, sur le Sheridan comme sur l'AMX-10 RC, l'ajout de protection supplémentaire, réponse sur le sens opérationnel du terrain, compromettait l'équilibre de flottabilité prévu à la conception. La légèreté qui permettait de nager était la même légèreté qui rendait la machine vulnérable. Protéger la machine, c'était lui retirer une partie de ce qui la rendait unique. Le missile Chilela illustre l'écart entre capacité théorique et emploi réel d'une façon que les planificateurs français ont observé de loin et dont ils ont tiré leurs propres conclusions pour l'AMX-10 RC. Au Vietnam, les missiles n'ont pas été envoyés en théâtre. Pendant Desert Storm, moins de 6 missiles ont été tirés en combat. La capacité anti-char longue portée pour laquelle le système avait été conçu n'a pratiquement jamais été utilisée. Ce que le Sheridan a réellement fait, Panama, Vietnam, Desert Storm, relevait de l'appui direct, du franchissement, de la présence blindée là où aucun autre blindé ne pouvait être présent aussi rapidement. Les Français, en choisissant un canon conventionnel éprouvé sur l'AMX-10 RC, plutôt qu'un système combiné ambitieux, avaient peut-être tiré la bonne leçon technique. Ils avaient aussi, ce faisant, renoncé à la seule capacité que le Sheridan possédait et qu'aucune autre machine n'avait, être là avant tout le monde. En 1978, l'armée américaine a commencé à retirer le M551 Sheridan de ses unités régulières. La même année, en France, l'AMX-10 RC entrait en phase de livraison au 1er régiment de cavalerie légère. Les 2 événements sont contemporains et symétriques. D'un côté,
Une armée qui abandonnait sa machine aérolargable faute de pouvoir justifier son coût de maintenance. De l'autre, une armée qui recevait sa nouvelle machine de reconnaissance blindée sans que la question de l'aérolargage ait jamais figuré dans ses spécifications. Deux alliés, deux trajectoires, une lacune commune qui s'installait sans que personne ne la nomme. Le retrait américain du Sheridan n'était pas présenté comme un abandon de capacité. Il était présenté comme une rationalisation logistique. Le système d'armes de 152 mm exigeait des techniciens spécialisés rares. Les douilles combustibles des munitions conventionnelles provoquaient des incidents de chargement documentés. Maintenir une ligne logistique séparée pour quelques centaines de machines légères dans une armée qui standardisait autour du M1 Abrams et du M2 Bradley était difficile à justifier. La 82e division a obtenu une exception, un bataillon conservé parce que rien d'autre ne pouvait remplir sa mission. Mais cette exception était aussi une façon de ne pas trancher. Fallait-il développer un successeur ou accepter que la mission disparaisse? En France, la même période voyait une réorientation doctrinale parallèle formulée différemment. Le livre blanc sur la défense de 1994, premier document stratégique majeur de l'après-guerre froide, réorientait les armées françaises vers les opérations extérieures de gestion de crise. Projection rapide, forces légères, capacité expéditionnaire. Cette doctrine valorisait précisément ce que l'AMX-10RC offrait: mobilité stratégique, aérotransportabilité, polyvalence en opérations de basse et moyenne intensité. Elle ne posait pas la question du blindé aérolargable, parce que les théâtres envisagés, Afrique, Balkans, Moyen-Orient, disposaient généralement d'infrastructures aéroportuaires utilisables. La lacune n'était pas visible dans ce cadre. Elle était invisible par construction doctrinale. La loi de professionnalisation de 1996 a renforcé cette orientation. En supprimant le service militaire obligatoire, la France construisait une armée de métiers, dimensionnée pour les engagements extérieurs. Les ressources étaient orientées vers la projection, l'interopérabilité avec l'OTAN, la modernisation des équipements existants. Dans ce contexte, un programme hypothétique de blindés aérolargables, coûteux, techniquement complexe, répondant à un scénario de guerre de haute intensité en Europe que le consensus stratégique de l'époque jugeait improbable, n'avait aucune chance d'émerger. Pas parce que quelqu'un avait examiné la question et décidé d'y renoncer, parce que la question n'était pas posée. Aux États-Unis, la question avait été posée et une réponse développée, le M8 Armored Gun System. 18 tonnes en configuration de base, canon de 105 mm, aérolargable depuis un C-130, 3 niveaux de blindage modulaire. Le M8 résolvait les problèmes techniques du Sheridan tout en conservant sa capacité essentielle. Officiellement, il représentait l'avenir de l'appui-feu aéroporté américain. En réalité, il était vulnérable à une décision budgétaire, et cette décision est venue en 1996, 5 ans après la dissolution de l'Union soviétique. Le programme a été annulé. Le dividende de la paix avait un coût capacitaire précis. La seule machine occidentale capable de sauter en combat n'aurait pas de successeur. Le 18 août 1996, une barge transportant des M550 et 1 a quitté la côte de Virginie. Les engins ont été poussés par-dessus bord et ont coulé au large pour constituer des récifs artificiels. Officiellement, démantèlement économique et écologiquement utile. En réalité, l'unique machine de l'OTAN capable d'être parachutée en combat a été coulée parce que personne ne savait quoi faire d'autre avec elle. La France, ce jour-là, n'avait rien à couler. Elle n'avait jamais eu de machine de ce type. Mais elle n'avait pas non plus de programme pour en développer une. Les deux alliés arrivaient au même point par des chemins différents. Une lacune commune, acceptée sans discussion formelle. Ce qui s'est passé ensuite, des deux côtés, confirme cette logique. Les États-Unis ont tenté de combler le vide avec le Stryker MGS, non aérolargable, retiré du service en 2022 pour des raisons techniques. La France a poursuivi le programme Scorpion, dont le Jaguar constitue la pièce centrale pour la cavalerie légère. Engin supérieur à l'AMX-10RC sur presque tous les critères, aérotransportable, non aérolargable en conditions de combat. Chaque décision individuelle dans les deux armées était cohérente avec le contexte dans lequel elle était prise. La somme de ces décisions cohérentes a produit une incohérence collective. 30 ans après le retrait du Sheridan, l'OTAN ne dispose toujours d'aucune réponse aux problèmes que cette machine résolvait imparfaitement. En 2026, la 11e brigade parachutiste française maintient son alerte permanente.
Un groupement tactique peut être projeté en moins de 48 heures. Cette capacité est réelle, entraînée, documentée. Elle repose sur une asymétrie que 4 parties de ce récit ont décrite sous différents angles et que l'on peut maintenant formuler dans sa version la plus précise. La brigade peut projeter des fantassins par la 3e dimension, mais elle ne peut projeter ses blindés que par la 2e, par une piste, vers un aérodrome, avec tout ce que cette condition implique comme vulnérabilité et comme délai. Le Jaguar qui remplacera l'AMX-10RC au premier RHP à partir de 2027 est une machine supérieure sur presque tous les critères opérationnels. Meilleure protection, missile MMP pour l'antichar, connectivité Scorpion, canon de 40 mm. Il pèse environ 25 tonnes. Il entre dans un A400M, il ne saute pas. La transition améliore le régiment dans tous les scénarios où un aérodrome est disponible. Dans le seul scénario où cette disponibilité n'est pas garantie, l'engagement sur objectif non sécurisé, sans infrastructure préalable, elle ne change rien à la lacune fondamentale. Elle la perpétue avec un équipement plus moderne. Ce scénario n'est pas une abstraction doctrinale, c'est la définition fonctionnelle de la mission aéroportée. Une brigade parachutiste existe précisément pour s'engager là où l'infrastructure n'existe pas encore, là où l'adversaire ne prévoit pas l'arrivée d'une force constituée. Si l'aérodrome est sécurisé et opérationnel, l'aérotransport suffit, et une unité mécanisée ordinaire peut suivre dans les heures qui viennent sans capacité de saut. La valeur spécifique des troupes aéroportées réside dans les situations où ces conditions ne sont pas réunies. C'est précisément dans ces situations que le blindé ne peut pas suivre et n'a jamais pu dans l'armée française. Au niveau de l'Alliance Atlantique, le constat est identique et collectif. Aucun pays membre n'opère aujourd'hui d'engins blindés portant un canon de calibre significatif capable d'être parachuté en conditions de combat. Les brigades aéroportées américaines, britanniques, françaises, italiennes et polonaises partagent la même lacune structurelle. Elle n'est pas discutée formellement dans les documents publics de l'Alliance. Elle n'est inscrite dans aucun programme capacitaire prioritaire. Le programme VBAE, prévu pour la 11e brigade parachutiste française, est un véhicule léger de reconnaissance et d'aide à l'engagement, pas un blindé porteur d'ordures lourdes. Le M10 Booker américain pèse entre 38 et 42 tonnes. Aucune de ces réponses ne traite la question posée en 1957 par le groupe de travail Arkhov. L'épisode de Gostomel, en février 2022, a rendu cette question visible d'une façon nouvelle. Un assaut aéroporté russe sans appui blindé immédiat n'a pas pu tenir l'objectif face à une résistance terrestre armée. Les analyses divergent sur les conclusions à tirer. Première lecture, cet échec démontre que les opérations aéroportées offensives sont devenues trop vulnérables face aux défenses modernes, drones, missiles portables, réaction rapide des forces terrestres, pour justifier l'investissement dans des blindés aérolargables. Deuxième lecture, l'absence de blindés capables de consolider immédiatement la tête de pont a été le facteur déterminant de l'échec. Avec des engins lourds parachutés, l'issue aurait pu être différente. Ces deux lectures sont cohérentes avec les faits disponibles. Elles mènent à des programmes d'équipement opposés. Officiellement, la lacune n'existe pas, ou plutôt, elle n'est pas nommée comme telle. Les documents de planification de l'armée de terre française décrivent le premier RHP comme l'échelon blindé d'urgence de la 11e brigade. Cette formulation est exacte dans le cadre des opérations menées depuis 30 ans en Afrique et au Moyen-Orient, où les aérodromes étaient disponibles ou rapidement accessibles. En réalité, échelon blindé d'urgence et capacité blindée aérolargable sont deux choses différentes. La première existe et sera améliorée par le Jaguar. La seconde n'a jamais existé dans l'armée française et n'est inscrite dans aucun document programmatique connu à ce jour. La question que le M551 Sheridan posait en 1967 reste sans réponse en 2026. Est-il possible de concevoir une machine blindée suffisamment légère pour être parachutée, suffisamment protégée pour survivre aux premières minutes d'un engagement de haute intensité et suffisamment puissante pour modifier l'issue d'un combat? Les ingénieurs de Cadillac avaient répondu oui, avec tous les compromis que cette réponse impliquait. Depuis 30 ans, chaque tentative de formuler une meilleure réponse a été abandonnée avant d'aboutir. Ce n'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être que la question contient une contradiction que la technique seule ne peut pas résoudre,
et que la doctrine doit trancher à sa place. Ou bien c'est que personne, dans aucun état-major de l'Alliance, n'a encore jugé la réponse suffisamment urgente pour la financer. Si cette histoire vous a intéressé, laissez un like, écrivez votre avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits. Dans le prochain épisode, nous examinerons le Roland, système sol-air développé conjointement par la France et l'Allemagne, exporté dans 9 pays et retiré par ses 2 créateurs au moment précis où la menace qu'il était conçu à contrer est revenue au centre de l'Europe.